Je suis originaire d'un État où il fait chaud toute l'année, et je ne suis pas un grand fan du temps chaud. Donc, quand l'hiver arrive, j'aime avoir mes fenêtres ouvertes et passer le plus de temps possible à l'extérieur. La température moyenne est d'environ 50 degrés. Mais ce n'est pas le sujet. C'était une de ces nuits froides d'hiver. J'avais environ 10 ans, et les seules personnes à la maison étaient mes 2 babysitters. Et moi, elles étaient de l'autre côté de la maison en train de regarder la télévision pendant que j'étais dans ma chambre. Il se faisait tard, et il était probablement environ 22 heures. J'ai donc décidé de prendre une douche et de sauter au lit. Tout va bien. Je sors de la douche et me prépare pour aller au lit. À ce stade, je devrais rapidement passer en revue l'agencement de ma chambre. Elle est de forme rectangulaire et a 2 fenêtres donnant sur la porte d'entrée. Depuis mes fenêtres, on peut voir une allée menant à la porte d'entrée, et le chemin est en quelque sorte entouré de briques. En gros, il faudrait entrer par l'allée, tourner à gauche, et descendre un chemin qui mène à ma porte d'entrée. Mon lit fait face à l'une de ces fenêtres, et je peux voir à travers, et les 2 fenêtres ont une moustiquaire. C'est là que les choses deviennent effrayantes. Comme je l'ai mentionné auparavant, j'avais la fenêtre face à mon lit ouverte pour laisser entrer l'air froid. Ma chambre est bien éclairée, il est donc difficile de voir quoi que ce soit à travers la fenêtre. Cependant, dès que j'ai éteint la lumière, j'ai vu la silhouette d'un homme avec son visage pressé contre la moustiquaire. À ce moment-là, j'ai senti son regard perçant. Il est immobile et souriant. Il avait une barbe qui donnait l'impression que tout son visage était couvert de poils, et les cheveux sur sa tête avaient la même longueur. Pendant un moment, j'ai cru que j'imaginais cela, et que je voyais quelque chose qui n'était pas là, à cause de tout le feuillage devant ma fenêtre. J'ai fait quelques pas rapides vers la fenêtre pour bien voir avant de confirmer que ce que je voyais était réel. Tout cela se passe en l'espace de 10 secondes. Je suis sorti en courant de la pièce et me suis dirigé vers la pièce où se trouvait un mes nounous. Les couloirs de ma maison sont étroits et longs avec de grandes fenêtres donnant sur l'entrée. Je n'ai pas osé regarder dehors. Je suis arrivé dans la chambre où se trouvait un mes nounous et je leur ai raconté ce qui s'était passé. Elles ont juste ri. Pour être honnête, j'étais une enfant qui criait au loup. J'étais toujours assez farceuse et un peu imaginative, donc c'était difficile d'être prise au sérieux quand j'étais plus jeune, et j'ai pratiquement dû les supplier de me consulter d'après ce que je me souviens. Ils l'ont pris au sérieux. Nous sommes retournés dans ma chambre et il n'y avait personne. La moustiquaire de ma fenêtre est restée intacte et l'homme est parti. Je ne pense pas qu'ils étaient totalement convaincus si je suis honnête et mes parents non plus. Je n'ai pas pu dormir dans ma chambre pendant des jours à cause de l'incident et rien. Je ne l'ai pas fait, ma maison n'avait même pas de système d'alarme donc rien n'empêchait cette personne de revenir. Je suis toujours très déçu de la façon dont les choses ont été gérées et je n'avais aucun pouvoir sur quoi que ce soit. Je n'ai aucune idée de combien de temps ce type est resté là-bas et s'il me regardait me déshabiller puis m'habiller après ma douche. Je me souviens à quel point son sourire était désastreux. Il était menaçant. Je suis contente que cet homme ne m'ait pas fait de mal et que ce soit sa seule visite. J'espère au moins que j'ai arrêté d'ouvrir mes fenêtres la nuit et que l'air frais de l'hiver m'a manqué. C'était l'hiver 2012, j'avais 18 ou 19 ans à l'époque, et je travaillais dans une station-service dans une ville de taille moyenne en Angleterre. C'était un boulot correct et bien payé pour quelqu'un qui était au lycée à l'époque, mais c'était dommage que ce soit un travail de week-end, car pendant que mes amis s'amusaient et se saoulaient, j'étais dans une station-service à servir des chauffeurs de taxi et quelques ivrognes de temps en temps. Revenons à l'histoire. La nuit avait commencé comme n'importe quelle autre nuit. Servir des clients, nettoyer, gérer les stocks et faire les tâches habituelles d'un poste de nuit. Comme c'était l'hiver, la nuit était vraiment sombre, et on ne pouvait voir que de vagues silhouettes de personnes qui allaient et venaient, même avec les lampadaires allumés. L'endroit où je travaillais était situé en face d'un pub et avait une ruelle qui le longeait, menant directement à un lotissement. Vers 3 ou 4 heures du matin, alors que je finissais de nettoyer une étagère, j'ai remarqué une silhouette debout dans la ruelle, juste à l'extérieur de la lumière, suffisamment pour cacher son visage, mais assez pour qu'on distingue ses vêtements.
J'ai d'abord pensé que c'était quelqu'un qui attendait un taxi, car cela semblait inoffensif. Je me suis assis sur ma chaise derrière le comptoir, j'ai regardé mon téléphone et joué un peu. Quand j'ai relevé les yeux, il était 5 heures du matin et la personne était toujours là, en train d'attendre, me regardant. Pour aggraver ma situation, après 5 heures, il y a très peu de circulation ou de passants. J'ai ressenti ce sentiment viscéral que cette personne avait de mauvaises intentions. Cependant, je me sentais en sécurité, car j'étais enfermé jusqu'au matin. Je l'observais, essayant de suivre du regard ce qu'il allait faire ensuite. Au bout d'un moment, j'ai vraiment eu besoin d'aller aux toilettes. J'ai donc quitté mon poste, espérant qu'à mon retour, il serait parti. Mais il était toujours là. J'ai alors décidé de ne pas faire mes dernières tâches de la nuit avant que mon collègue ne vienne prendre son service. Car ma dernière tâche consistait à sortir les poubelles et les cartons. Vers 6 heures du matin, la silhouette a reculé dans la ruelle, et je ne l'ai plus vue pour le reste de mon service. Lorsque mon collègue est arrivé, il faisait encore nuit. Habituellement, je rentrais chez moi à pied, une marche de 10 minutes, mais après ce service, j'ai pris un taxi, car j'avais l'impression que cet homme pouvait être n'importe où, toujours en train de m'observer. J'ai raconté mon expérience à mes collègues et à ma famille, et ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vécu quelque chose de similaire et qu'ils ne voudraient pas non plus. J'étais très nerveux à chaque fois que je faisais des services après ça, avec l'impression que dès que je baisserais ma garde, il frapperait. Heureusement, rien d'autre ne s'est produit après cela. J'ai quitté mon emploi l'été suivant pour aller à l'université. Autant dire que je ne veux jamais rencontrer la personne dans l'ombre de cette nuit-là. Pour poser le décor, je vis dans un dortoir sur le campus de mon université. J'étais revenu une semaine plus tôt pendant les vacances d'hiver pour participer au recrutement des sororités, une semaine d'entretien et de visite dans différentes sororités. Les seules personnes présentes sur le campus étaient d'autres filles et quelques employés à la réception. Il n'y avait ni personnel de nettoyage, ni employés du restaurant universitaire, ni même nos responsables de résidence, RA. En conséquence, ma colocataire n'était pas encore rentrée, car elle ne participait pas au recrutement. Et tout mon étage, principalement composé d'étudiants étrangers venus de Chine, était vide. J'étais la seule sur cet étage, et l'une des rares dans toute la tour. Il y a 4 tours de dortoir, chacune avec 12 étages. Cette semaine-là, pour accéder à son dortoir, il fallait s'enregistrer à la réception pour réactiver sa clé. Chaque fois que vous vouliez monter, il devait passer votre clé pour vous autoriser à dépasser la réception. Ensuite, il fallait encore passer sa clé pour déverrouiller les portes menant aux ascenseurs, puis une fois dans l'ascenseur, pour pouvoir appuyer sur un bouton, et encore une dernière fois pour entrer dans sa chambre. Si vous n'aviez pas une clé programmée pour une tour ou une chambre spécifique, vous ne pouviez pas y accéder. J'étais dans ma chambre la 2e nuit de la semaine, installé sur mon futon, le dos appuyé contre un des accoudoirs et faisant face à la porte. Les chambres sont de forme rectangulaire, avec une fenêtre à une extrémité et la porte à l'autre. Mon lit était en hauteur au-dessus de moi, et j'avais accroché une couverture derrière ma tête, ce qui fait que depuis la porte, on ne pouvait pas me voir. J'étais là, avec mes écouteurs, à regarder des vidéos sur YouTube quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. Non seulement il y a un bruit distinct lorsque la carte-clé entre et sort de la porte, comme dans un hôtel, mais j'avais aussi encore des décorations de Noël accrochées au plafond. J'ai entendu la porte s'ouvrir et je savais qu'elle était complètement ouverte, car elle avait heurté une décoration qui est tombée de son crochet. Je me suis figé de peur. Je savais que ma colocataire n'était pas encore rentrée, et ni mon RA. C'étaient les 2 seules personnes qui auraient pu avoir accès à ma chambre. Après la première vague de peur, j'ai pensé que, quelle que soit la personne qui venait d'entrer, elle allait se rendre compte de son erreur et reculer rapidement, comme quand on ouvre une cabine de toilettes occupée. Mais, alors que je restais immobile, respirant à peine, j'ai entendu quelqu'un faire 2 pas en avant et même heurter ma valise qui encombrait l'entrée. J'ai bougé légèrement pour atteindre mon téléphone et mon futon a fait un bruit aigu. Aussitôt, j'ai entendu les pas reculer, la porte se fermer et la personne s'éloigner.
Je suis resté figé à ma place pendant peut-être 1 heure avant de finalement trouver le courage de me retourner. Là, par terre, se trouvait la décoration brisée et ma valise était légèrement entr'ouverte. J'ai envoyé des messages à ma colocataire et à mon RA, les suppliant presque de me dire qu'ils étaient revenus. Mais ma colocataire était toujours à Londres, et mon RA a confirmé mes craintes. Non seulement elle n'était pas revenue, mais elle m'a dit qu'elle ne savait pas qui aurait pu entrer dans ma chambre. Même si le personnel de nettoyage ou les techniciens étaient de retour, ils n'avaient pas le droit d'entrer dans les dortoirs ni aucun moyen d'y accéder. Elle m'a assuré qu'elle en informerait la réception et m'a suggéré qu'il s'agissait probablement d'un étudiant nouvellement admis qui aurait reçu une clé codée par erreur. J'ai accepté cette explication. Il s'était trompé, m'avait entendu bouger et avait réalisé qu'il s'était trompé de chambre. Cela ne se reproduirait pas, si c'était bien cela. Mais j'ai eu du mal à dormir cette nuit-là. J'étais terrifié à l'idée de me retourner pour regarder la porte quand je me suis réveillé le lendemain matin. Puis la nuit est revenue, et incapable de dormir et encore effrayé, je me suis retrouvé de nouveau tard dans la nuit, parcourant Reddit. Cette fois, j'avais mon téléphone près de moi, et j'avais scotché un morceau de ficelle sur la porte puisque je n'avais plus la décoration pour me servir d'alarme, et j'avais besoin de vérifier que je ne devenais pas folle. Comme prévu à 3 heures du matin, j'ai entendu des pas devant ma porte et le bruit distinct de la carte-clé utilisée pour ouvrir la porte. Je suis resté figé et j'ai réalisé que je pouvais voir leur silhouette se dessiner dans la lueur du micro-ondes qui se trouvait contre la fenêtre face à la porte. La personne est restée dans l'encadrement de la porte et remplissait presque toute l'ouverture, la lumière du couloir se projetant autour d'elle dans ma chambre sombre. Une fois de plus, j'étais pétrifié, convaincu que cette personne avait de mauvaises intentions et que la nuit précédente n'était pas une erreur. Mais s'ils voulaient m'avoir endormi, je n'allais pas leur laisser ça. J'ai lancé une vidéo que j'avais préparée et dès que la publicité a commencé, la silhouette est partie et la porte s'est refermée derrière elle, les pas s'éloignant. Quand j'ai finalement regardé, la ficelle était rompue. J'ai raconté cela à mon RA et à ma colocataire, ainsi qu'à la réception le lendemain matin. Tous ont confirmé que non seulement personne d'autre n'avait de clé enregistrée pour mon étage ou ma tour, mais que même ceux qui en avaient une n'étaient pas encore revenus, qu'il s'agisse d'étudiants ou d'employés. Je n'ai pas dormi du reste de la semaine, et j'ai gardé ma valise et une chaise devant la porte, mais cela ne s'est plus jamais reproduit. Même aujourd'hui, des mois plus tard, cette petite chambre de 9 sur 2 est terrifiante lorsque je suis seul la nuit, car toute personne qui franchit cette porte n'est qu'à quelques pas de mon lit et bloque la seule issue. Cet incident m'est arrivé pendant les vacances de Noël l'année dernière. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai 24 ans. Ma cousine et moi avions décidé de partir quelques heures au nord pour passer un agréable week-end d'hiver dans un chalet. Tout s'est très bien passé, rien de bizarre. Le dernier jour, nous avions tout rangé à 6 heures du matin et sauté dans la voiture pour commencer notre trajet de 5 heures. Il faisait très brumeux ce matin-là, il ne neigeait pas, mais les précédentes chutes de neige avaient laissé une bonne couche, ce qui rendait la route un peu risquée dans l'obscurité des premières heures. Ma cousine conduisait, et nous discutions en écoutant des podcasts, sans trop prêter attention à notre environnement. Nous étions en route depuis environ 20 minutes quand, malheureusement, la voiture a glissé sur du verglas et est légèrement sortie de la route, frôlant à peine un arbre. Nous sommes sortis pour vérifier, et par miracle, il n'y avait aucun dégât sur la voiture. Alors que ma cousine et moi commencions à rire de soulagement et à remercier notre chance, j'ai plissé les yeux à cause d'un idiot qui arrivait derrière nous avec ses feux de route allumés, éblouissant tout. Ma cousine a ri en ouvrant la porte pour remonter dans la voiture, mais la voiture derrière nous s'est mise à klaxonner de façon agressive tout en continuant de s'approcher. Ma cousine et moi nous sommes regardés, complètement perplexes, mais nous sommes rapidement remontés dans la voiture. Le véhicule a ralenti, et nous avons pu voir un homme au volant. Il a enfin arrêté de klaxonner et s'est arrêté juste à côté de la voiture de ma cousine. Il a baissé sa vitre et nous a fait signe de baisser la nôtre. Nous avons pensé que c'était sans danger puisqu'il restait dans sa voiture et nous dans la nôtre. Je sais, probablement une mauvaise idée. « Salut les filles, vous êtes pressées ce matin ?» a-t-il dit en riant. Pas vraiment. On essaie juste de rentrer chez nous.
Vous avez besoin d'aide? A répondu ma cousine, avec un visage impassible. Oh non. Je voulais juste vous dire que vous avez fait tomber quelque chose à environ 2 kilomètres en arrière. Ça s'est échappé de votre coffre. Ma cousine s'est tournée vers moi. Tu as bien fermé le coffre quand on est parti? Évidemment, ai-je répondu agacé. Avec la forme de la voiture, on aurait forcément vu ou entendu un coffre ouvert. Non merci, monsieur, je pense que vous devez nous confondre avec quelqu'un d'autre, a dit ma cousine avant de remonter rapidement sa vitre. Cet homme dégageait vraiment une mauvaise énergie. Il a recommencé à klaxonner de plus belle, en nous faisant signe de baisser la vitre à nouveau. Ma cousine l'a baissée, et cette fois, il tenait à la main une culotte de femme en souriant. Vous reconnaissez ça? Je me souviens exactement du ton avec lequel il a dit cela. Non merci, monsieur. Bonne journée à vous, a répondu ma cousine avant de remonter sa vitre et de repartir rapidement sur la route. Heureusement, l'homme a soit abandonné, soit pris une autre route, et nous ne l'avons plus vu pendant au moins 1 heure. Ma cousine et moi étions un peu secoués, mais nous avons essayé d'en rire car nous étions désormais en sécurité et ne l'avions plus vu nous suivre. Un peu plus tard, nous avons fait une halte pour faire le plein et prendre un petit déjeuner dans un Starbucks. Nous avions passé commande en ligne, et j'étais allé rapidement à l'intérieur pour récupérer nos boissons et nos plats. Il s'était remis à neiger, et bien que le soleil se soit levé, il faisait toujours brumeux et sombre, rendant les environs difficiles à distinguer. J'étais à l'intérieur, prête à récupérer notre commande, quand quelqu'un a tendu son bras par-dessus le mien pour attraper une serviette. J'ai immédiatement sursauté, et en levant les yeux, j'ai failli m'évanouir. C'était cet homme. Il m'a regardé comme s'il me connaissait depuis toujours, avec un sourire. Je me suis immédiatement détourné, j'ai pris notre commande, et je suis sorti rapidement. Alors que je partais, je l'ai entendu dire au barista, « Tu vois cette reine de beauté? C'est ma reine de beauté. » J'avais presque les larmes aux yeux tellement j'étais terrifié. J'ai marché d'un pas rapide vers la voiture, trébuchant presque à l'extérieur tellement j'étais nerveuse. Je suis monté dans la voiture en criant « On doit se barrer, il est dans le Starbucks ». Ma cousine a d'abord ri, pensant que je la faisais marcher, mais elle a vite compris que ce n'était pas une blague quand l'homme est sorti du Starbucks quelques secondes plus tard, sans boisson ni nourriture, se dirigeant droit vers notre voiture en nous faisant des signes. Ma cousine a immédiatement démarré la voiture et juste au moment où il a mis la main dans sa poche, j'ai vraiment cru qu'il allait sortir une arme. Mais non, il tenait encore la même culotte que précédemment. Heureusement, ma cousine a fait marche arrière sans perdre une seconde et s'est engagée sur l'autoroute. Nous étions toutes les deux en panique totale, ne comprenant pas comment il avait pu se retrouver au même arrêt que nous, sans que nous l'ayons vu nous suivre. Peut-être avait-il pris des routes secondaires que nous ne connaissions pas, mais cela aurait dû lui prendre bien plus de temps que nous pour arriver là, à moins qu'il n'ait traîné derrière nous. Je ne sais pas. Nous avons rapidement cherché un autre itinéraire sur notre application de carte, et, heureusement, il y en avait un qui passait par des routes locales. Nous espérions que cela nous aiderait. Cependant, avec notre chance, alors que nous traversions une petite ville, j'ai senti que la voiture se mettait à pencher de mon côté. Nous nous sommes arrêtés à une station-service bien éclairée et avons réalisé que l'un des pneus se dégonflait. Nous avions trop peur de sortir, mais nous nous sommes dit que si nous sortions ensemble, ce serait peut-être moins effrayant. Nous sommes donc sortis, avons rempli le pneu, et tout semblait aller bien. Nous sommes remontés dans la voiture pour nous réchauffer, et tout allait bien jusqu'à environ 10 minutes plus tard, quand une voiture est apparue de nulle part, juste derrière nous. Ma cousine et moi nous sommes regardés, ne sachant pas quoi faire. Si c'était cet homme. Nos soupçons ont été confirmés lorsqu'il a klaxonné encore une fois, avant de dévier rapidement de la route pour se retrouver juste à côté de nous, cette fois de mon côté. Il avait sa fenêtre baissée et hurlait. À ce moment-là, je n'en avais plus rien à faire et j'ai appelé mon beau-frère qui est policier. Il nous a dit de nous rendre directement au commissariat le plus proche et d'appeler les policiers immédiatement pour les alerter. Alors qu'il me donnait ses instructions, le type s'est arrêté sur le côté de la route enneigée et glacée. Nous nous éloignions rapidement, donc il devenait de plus en plus difficile de le voir, mais d'après ce que j'ai pu distinguer,
Il était simplement assis sur le capot de sa voiture. Ma cousine et moi ne voulions pas nous arrêter ni faire quoi que ce soit. Comme il ne nous restait qu'une heure de trajet, nous avons décidé de foncer directement chez nous et heureusement, tout s'est terminé là. Je sais que nous avons fait beaucoup d'erreurs stupides qui auraient pu avoir des conséquences terribles, mais je suis tellement heureuse que nous soyons sortis vivantes et indemnes. Je ne sais toujours pas comment il nous a rattrapés aussi rapidement ni pourquoi il est resté là à la fin, mais je ne veux même pas le savoir. Pour vous donner un peu de contexte, cet incident s'est passé il y a un peu plus de 10 ans. Je venais tout juste de sortir de l'université et j'étais retourné vivre chez mes parents pour bénéficier du confort et de la nourriture gratuite pendant environ 9 mois avant de quitter l'État pour aller à l'école supérieure. Mes parents sont super sympas et me laissaient avoir mon propre espace dans la maison, mais à 22 ans, célibataire et vivant chez mes parents, qui venaient tout juste de déménager à environ 65 km au sud d'une grande ville du Midwest, ce n'était clairement pas l'idéal. Mais je n'avais pas d'autres options. J'ai donc commencé à chercher du travail pour passer le temps et économiser un peu d'argent. L'été s'est transformé en hiver, et je n'avais toujours rien trouvé de concret. À ce moment-là, j'avais désespérément besoin de passer plus de temps hors de chez mes parents, alors j'ai accepté un petit boulot à temps partiel faisant de la comptabilité légère pour un petit entrepreneur que mon père connaissait. Je ne voulais pas vraiment le faire, car ça ne payait pas grand-chose. C'était temporaire. Et ce n'était même pas un vrai bureau, mais comme mes parents vivaient au milieu de nulle part, dans le Midwest, imaginez des hectares et des hectares de fermes, je savais que j'avais peu d'opportunités locales pour gagner de l'argent. De plus, ce gars allait me payer en liquide. À peu près à la même période, un ami en ville m'a dit que si je lui payais 200 $ par mois et l'aidais à ranger, il me laisserait loger dans son salon jusqu'à ce que je sois prêt à quitter l'État. C'est tout ce qu'il me fallait entendre, alors j'ai pris le travail. La famille de l'ami de mon père avait une entreprise dans le secteur de la construction. Ils participaient un peu à la construction, mais leur activité se concentrait principalement sur la location de quelques mini-pelles et grandes tarières qu'ils possédaient, ainsi que de divers équipements de forage, générateurs ou autres matériels de construction ou agricoles de bas niveau, que les habitants de la région ne pouvaient pas se permettre d'acheter, mais dont ils avaient besoin de temps à autre. C'était une petite entreprise familiale où tout le monde se connaissait, et le bureau n'ouvrait que les jours où quelqu'un venait. C'était généralement une situation mutuellement bénéfique pour les propriétaires et les locaux. Comme j'avais pris des cours en rapport avec le commerce et que mon père m'avait recommandé, il me faisait confiance pour venir environ 15 à 20 heures par semaine, vérifier et classer les formulaires de location, m'assurer que personne ne manquait une échéance de paiement et gérer les plans de paiement, répondre à quelques emails pour discuter des prix et de la disponibilité, etc. C'était un travail super facile. Le vieux bâtiment dans lequel je travaillais avait environ 90 ans. Il se trouvait au sommet d'une petite colline, et le rez-de-chaussée était un ancien bar de campagne jusqu'aux années 70, quand cette famille l'a acheté à bas prix, a vidé le bar et a clôturé la propriété pour utiliser le parking comme espace de stockage pour tout leur matériel de location. Je pouvais venir et repartir à ma guise, tant que le travail était fait. Quand il n'y avait pas de location pendant quelques jours, j'y allais généralement après 19 heures et restais jusqu'à minuit ou 1 heure, car je savais que j'étais seul et que je pouvais écouter de la musique à fond et prendre mon temps. Le bureau où je travaillais était à l'étage, au-dessus de l'ancien bar, et donnait sur l'allée. De mon siège, je pouvais facilement voir par la fenêtre, et il m'est arrivé de voir passer une famille de cerfs ou un raton laveur. À chaque mouvement, je regardais dehors, car tout changement était perceptible. L'endroit était incroyablement isolé, très calme, donc s'il se passait quelque chose d'inhabituel, je l'aurais remarqué. Une nuit d'hiver, il avait neigé de quelques centimètres. Mon père m'a dit de rester à la maison, car les routes risquaient d'être dangereuses, mais j'avais un vieux SUV, et plus que cela, j'avais vraiment envie de sortir de la maison. Alors, je suis allé travailler vers 20 heures, et je comptais rester jusqu'après 1 heure du matin. Je laissais toujours le portail en bas de la colline ouvert quand je travaillais, car personne ne venait jamais la nuit. Nous étions littéralement au milieu de nulle part.
La maison habitée la plus proche était à environ 3 kilomètres, et pour même emprunter notre petite route, il fallait savoir exactement où se rendre. C'était un endroit réservé aux locaux, très discret. Je bossais, écoutant du Fall Out Boy, buvant du café, et je jetais de temps en temps un coup d'œil à la neige à l'extérieur. La lumière orange de notre unique lampadaire se reflétait sur la neige, créant une jolie lueur. Vers minuit, je suis descendu aux toilettes puis suis remonté pour me remettre au travail. 5 minutes plus tard, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une immense empreinte dans la neige fraîche, juste sous la lumière. Il semblait qu'un énorme chien ou un grand animal s'était roulé par terre, sur le dos ou quelque chose comme ça. Comme je ne l'avais pas remarqué 15 minutes auparavant, cela avait dû se produire pendant que j'étais aux toilettes, ou peut-être quand j'avais le dos tourné. Je l'aurais forcément vu bouger. J'ai haussé les épaules, pensant qu'un gros chien ou un animal de ferme s'était peut-être échappé et avait été attiré par la lumière. Vers 2 heures du matin, je suis parti. Comme d'habitude, je suis sorti de ma voiture pour fermer le portail et pour être honnête, j'avais presque oublié l'empreinte dans la neige. Mais quand j'ai regardé de plus près, j'ai été choqué de constater qu'il ne s'agissait pas de neige perturbée par un animal, mais d'une empreinte indéniable d'un ange de neige fait par un humain. Si vous ne savez pas ce qu'est un ange de neige, c'est quand les enfants s'allongent sur le dos dans la neige et bougent leurs bras et jambes pour laisser une forme d'ange. Je faisais ça quand j'étais enfant, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous aussi. J'étais donc absolument certain que c'était ça. Il avait été fait délibérément sous le lampadaire. Mais ce n'était pas l'œuvre d'un enfant. C'était celle d'une personne très grande ou, à tout le moins, d'un adulte portant de nombreux vêtements d'hiver épais. Je levai les yeux et réalisais ce que je savais déjà. Celui ou celle qui avait fait cet ange de neige aurait facilement pu lever les yeux et m'observer depuis la fenêtre. Il ou elle avait dû attendre que je descende pour le faire. J'aurais vu ou entendu si quelqu'un s'était approché en voiture, même depuis les toilettes, donc je savais que quelqu'un avait dû marcher dans le froid glacial et la neige sur plusieurs kilomètres, s'arrêter devant notre bâtiment et faire un ange de neige dans le court laps de temps où je ne regardais pas. Je regardais autour de moi pour trouver des traces dans la neige et vis qu'il y avait une série d'empreintes qui menaient au bois, juste à côté du bâtiment. Cela me rendit immédiatement mal à l'aise, car de ce côté il n'y avait que des arbres et des ténèbres à perte de vue. J'étais maintenant vraiment inquiet, réalisant que quelqu'un avait été si proche de moi, en secret, au milieu des bois. Je jetai un œil autour, mais il n'y avait rien d'anormal, et je voulais juste partir d'ici au plus vite. Je suis monté dans ma voiture et ai roulé sur quelques mètres, mais j'ai réalisé que mon patron allait arriver dans environ 4 heures. Il verrait probablement cet ange de neige et supposerait que c'était moi, car il pensait sûrement que je verrouillais le portail quand je travaillais. Ça n'aurait pas été un gros problème, mais j'étais jeune et je ne voulais pas qu'ils se moquent de moi. Ils étaient tous des types très masculins, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai donc rouvert rapidement le portail, couru vers l'ange et donné des coups de pied dans la neige pour effacer l'empreinte. Ensuite, j'ai refermé le portail et suis remonté dans ma voiture. C'est à ce moment que j'ai entendu quelque chose. Juste au moment où je m'installais dans mon SUV, un rire strident a retenti depuis les bois. C'était le rire le plus aigu que j'ai jamais entendu, comme celui de la sorcière du magicien d'Oz ou quelque chose de délibérément faux, comme si la personne se moquait de moi. C'était si proche que je savais qu'elle pouvait probablement me voir. Mais moi, je ne la voyais pas. Après quelques secondes, le rire s'est arrêté. Le silence total, à part le battement de mon cœur dans mes oreilles. Puis, le rire a recommencé, plus fort, cette fois mêlé à des cris. Je me suis figé pendant environ 5 secondes, terrifié. J'ai passé beaucoup de temps dans cette région. Je connais le son des coyotes et des renards qui crient à la nuit, surtout pendant la saison des amours. Donc je ne peux pas totalement exclure cette possibilité, mais à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression que c'était un homme adulte qui imitait une femme en train de rire, comme si quelqu'un essayait délibérément de me faire peur avec ce cri terrifiant. Je conduis pour Lyft pendant que je fais des études dans une école de métier. Je travaille aussi pour d'autres entreprises similaires, mais ce n'est pas le sujet ici. J'ai de nombreuses histoires d'horreur liées à ces expériences,
mais je les raconterai une autre fois. C'était la veille de Noël 2020. Je faisais quelques heures de course pour Lyft avant de rejoindre ma mère avec mon nouveau bébé et ma femme. Rien de spécial ce soir-là, juste la routine habituelle. Je reçois une demande de course. C'était un ramassage dans un complexe d'appartements de type HLM. Pas de problème. J'arrive et je trouve mon passager, qui a toutes ses affaires avec lui, plusieurs boîtes de trucs. Maintenant, ma voiture est une Chevy Impala 2006, donc elle n'est pas très grande. On arrive à tout charger tant bien que mal, et nous voilà en route. Pendant le trajet, il pleure, me disant que sa petite amie le trompait et qu'il les avait surpris ensemble plus tôt dans la soirée. Apparemment, il ne pouvait pas rester là parce que le bail était à son nom à elle, alors je le conduisais à un hôtel. Dans ma ville, il y a une rue bien connue pour tous ses vices. Prostituées, drogue, gangs, armes, motels louches, tout ce que vous pouvez imaginer. Nous arrivons à l'hôtel, et il me demande d'attendre qu'il s'enregistre et qu'il obtienne sa clé. Pas de souci, je lui réponds. Je vais avouer que je ne respecte pas toujours toutes les règles de Lyft. J'ai une arme à feu cachée dans un étui dissimulé sous mon siège conducteur, pour ma protection. La raison en est simple. En conduisant pour Lyft et d'autres applications similaires, on m'a déjà braqué avec des couteaux et des armes à feu, et des gens ont essayé de me voler ou de se battre avec moi. Mais c'est une autre histoire. Le motel où nous sommes arrivés se trouvait sur la rue dont j'ai parlé plus tôt. Des sans-abri traînaient partout et il y avait un type au coin de l'immeuble, encore inconscient avec une seringue dans le bras, adossé à un bâtiment. Je l'admets, je suis un grand fan de podcasts, de true crime et de récits d'horreur, donc j'étais un peu sur les nerfs. Mon passager obtient sa clé et tout le motel est de plein pied. Pour l'aider, je conduis jusqu'à la porte de sa chambre. Comme je l'ai mentionné, il avait beaucoup de choses, alors je commence à l'aider à décharger. Pendant que je faisais mon deuxième aller-retour pour récupérer des affaires, j'ai vu un gars sortir d'une chambre juste au sud de ma voiture, suivi de 2 femmes. Il se dirige vers la chambre voisine, pas celle de mon passager. L'une des femmes a frappé violemment à la porte, puis l'a ouverte. C'est alors que j'ai vu ce type sortir un foutu fusil à pompe de son long manteau et entrer en trombe dans la chambre. Les 2 femmes l'ont suivi et ont claqué la porte derrière elle. Tout de suite après, j'ai entendu beaucoup de cris et de hurlements, et j'attendais juste que les coups de feu retentissent. Soudain, mon passager s'approche de moi. « Eh, je peux m'occuper de ça, mec. Vas-y, pars. Joyeux Noël. » Et là, il me donne un pourboire en liquide. Je n'avais même pas remarqué qu'il avait pris les boîtes de mes mains ou qu'il avait glissé un billet de 5 $ dans ma poche. J'étais figé. Je savais ce qui pouvait se passer dans cette chambre. Je devais partir, ou au moins aller chercher mon arme. Je savais que l'homme et les 2 femmes m'avaient vu, et je savais qu'ils savaient que j'avais vu le fusil. Je devais m'en aller, vous savez. Pas de témoin. Je suis monté dans ma voiture et suis parti à toute vitesse. J'ai parcouru 1 ou 2 blocs avant d'appeler la police et de leur donner tous les détails. Après avoir raccroché avec eux, je me suis déconnecté de l'application Lyft. Je n'avais pas gagné beaucoup d'argent, mais j'en avais fini pour la soirée. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un appel de la police. Ils avaient enquêté, mais ils n'ont jamais retrouvé l'homme armé ni les femmes. Ils n'ont eu aucune réponse en frappant à la porte de la chambre d'où je les avais vus sortir, et les occupants de la chambre où ils étaient entrés ont affirmé que rien ne s'était passé et que j'inventais tout. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Cet événement s'est produit en janvier 2013. J'avais alors 17 ans et je vivais à Portland, dans l'Oregon. Tout au long de mon lycée, j'ai toujours été très actif en cyclisme. Il m'arrivait souvent de faire du vélo tôt le matin ou tard le soir, soit en revenant de l'école, soit de chez un ami car je n'avais pas encore de permis de conduire, et faire du vélo était donc ma seule option viable si le temps le permettait. Je vivais dans une zone sûre de la ville avec un bon éclairage, donc je n'avais jamais peur de faire du vélo dans le noir. Cependant, une nuit, pendant ma dernière année de lycée, cela allait changer. La distance entre mon école et ma maison était d'environ 6 kilomètres si je restais sur les routes principales, mais seulement 4 kilomètres en prenant un raccourci à travers un joli parc boisé. J'avais fini une longue répétition musicale et j'étais fatigué.
Il était déjà 22h40 et je me sentais extrêmement épuisé. J'ai décidé de prendre le raccourci pour rentrer chez moi, même si le parc peut être très effrayant à cause du manque d'éclairage. J'avais déjà pris ce raccourci dans le noir pendant l'été, lorsque le parc est encore assez animé. Mais en hiver, l'atmosphère y est très différente. Il fait complètement noir et il n'y a personne. Aux alentours de 22h50, j'ai tourné à gauche, quittant la route éclairée pour entrer dans le parc boisé. Déjà, le décor paisible devenait effrayant. Je pouvais traverser le parc en environ 10 minutes. Cependant, à mi-chemin dans la zone sombre, je suis tombé sur 2 types portant des capuches sombres. En plus du fait qu'ils ne portaient pas de vêtements réfléchissants, ils avaient l'air menaçants et effrayants. Je ne pouvais pas bien distinguer leur visage avant d'être à moins de 20 mètres d'eux. En les dépassant, je les ai entendus chuchoter à propos de quelque chose. Soudain, les 2 gars sortent de grands couteaux de leur veste. Mon cœur a immédiatement sombré et l'adrénaline a commencé à monter. L'un d'eux a commencé à m'insulter et les 2 se sont mis à me charger brandissant leurs couteaux. Je me préparais au pire, pensant que je pouvais finir mort et abandonné quelque part. Heureusement pour moi, j'ai aperçu un chemin qui menait à une rue éclairée et j'ai rapidement pédalé de toutes mes forces pour m'échapper. Normalement, mes jambes auraient été fatiguées, car il y avait environ 400 mètres jusqu'à la route fréquentée. Mais en arrivant sur cette route éclairée, j'ai vu un peu de circulation et je me suis immédiatement senti beaucoup plus en sécurité. Environ 15 secondes plus tard, les 2 gars sont sortis du parc en prétendant ne pas m'avoir vu. J'ai poussé un soupir de soulagement lorsqu'ils sont partis dans la direction opposée. En vérifiant l'heure sur mon iPhone, une nouvelle vague de terreur m'a envahi. Il était 23h15. Ma première réaction a été « Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai vraiment passé plus de 20 minutes dans ce parc ? J'avais l'impression que cela avait duré bien moins longtemps, vu la panique dans laquelle j'étais. J'ai rapidement pédalé jusqu'à chez moi et y suis arrivé environ 5 minutes plus tard. Je n'ai pas raconté cette histoire à mes parents, car j'aurais eu de sérieux ennuis avec eux. Quelques jours après, l'horrible pensée d'avoir failli être assassiné dans un parc désert a commencé à disparaître de mon esprit. Je n'ai plus jamais traversé ce parc la nuit, et je n'y suis même pas retourné pendant plusieurs mois après cet incident. Une semaine plus tard, une terrible nouvelle a choqué mon quartier. Un élève de première année très populaire de mon lycée a été poignardé à mort lors d'une bagarre. Lui et ses amis faisaient du shopping dans un magasin quand 3 adolescents ont commencé à semer le trouble et ont volé des articles. Lorsqu'il les a confrontés, la situation a dégénéré et une grande bagarre a éclaté. Les 3 garçons l'ont poignardé plusieurs fois. Il a été transporté à l'hôpital, mais malheureusement, il a succombé à ses blessures. Il était membre des équipes de football et de basketball de mon école, et c'était une personne très gentille en général. Sa mort a dévasté toute la communauté. Quelques jours plus tard, en lisant les nouvelles, j'ai été horrifié et écœuré. 2 des 3 adolescents impliqués étaient exactement les mêmes types que j'avais rencontrés dans le parc cette nuit-là. Bien que n'ayant que 18 ans, ils paraissaient au moins dans la vingtaine. Ces 3 adolescents ont été rapidement identifiés par de nombreux camarades de mon école, car ils avaient obtenu leur diplôme dans un autre lycée l'année précédente, mais étaient très actifs sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas été en bonne forme physique et capable de distancer ces types en capuche. J'ai déjà été impliqué dans des bagarres et je me suis déjà fait frapper. Mais jamais auparavant, je n'avais eu aussi peur pour ma vie que lors de cet incident. Il y a quelques années, quand je vivais encore dans le nord de l'État de New York, quelque chose de vraiment effrayant m'est arrivé. Si vous y avez déjà été en hiver, vous savez qu'il y a beaucoup de neige. Habituellement, je passais mes soirées enneigées à regarder la télé. J'habitais à environ 1 mile ou plus de la maison la plus proche, et mon colocataire était absent. Je vais être honnête, être seul me mettait mal à l'aise. J'ai toujours eu une imagination débordante, et le moindre bruit pouvait vraiment me terrifier. Comme je le disais, mon colocataire était sorti, et il neigeait abondamment. Il devait être 21 ou 22 heures, et je regardais la télévision comme d'habitude. Tout à coup, j'ai entendu un craquement dehors, comme si quelqu'un marchait sur la glace.
Je me suis immédiatement tendu et mon esprit a commencé à envisager toutes les possibilités. Ce n'était pas mon colocataire, car je n'avais pas entendu de voiture. J'écoutais horrifié les craquements qui se rapprochaient de plus en plus. Je me suis précipité dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. J'ai sorti mon fusil de chasse et j'ai attrapé mon téléphone, prêt à appeler le 911 au cas où. Je sais que je peux paraître en train de surréagir, mais souvenez-vous que c'était la nuit, sous une forte neige, à des kilomètres de toute autre maison. Qui aurait pu être dehors? Les pas se sont arrêtés à un moment donné. Finalement, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, mon colocataire était rentré. Je suis sorti pour voir si je pouvais trouver des preuves de qui était dehors, et ce que j'ai découvert me hante encore. J'ai vu des empreintes dans la neige venant de la forêt et faisant le tour de ma maison. Les empreintes étaient en grande partie remplies, ce qui rendait difficile de comprendre où elles allaient. La partie la plus effrayante de tout cela est que les empreintes s'arrêtaient devant la fenêtre de ma chambre. Les autres empreintes étaient comblées par la neige, mais celle-ci était fraîche, comme si quelqu'un était resté là toute la nuit depuis que la neige s'était arrêtée tôt le matin. À ce jour, cela me fait toujours peur. Je ne sais pas quel genre de personne aurait pu être dans ces bois. Le fait que j'étais dans ma chambre pendant que quelqu'un se tenait dehors, juste à ma fenêtre, me terrifie encore. J'ai déménagé de cette maison quelques mois plus tard. Nous avons déménagé dans le Connecticut l'été avant que je n'entre en 6e, en 2001, dans une belle maison neuve située dans l'une des plus belles villes, un peu plus rurale que ce à quoi nous étions habitués dans le New Jersey. Mais c'était un ajustement. Ma sœur a 2 ans de moins que moi, donc elle entrait en 4e à l'époque. Cela est pertinent pour l'histoire. Nous venions d'un quartier où tout le monde se connaissait bien, avec des fêtes de quartier chaque été et des enfants qui allaient et venaient d'une maison à l'autre. Alors nous étions tristes de partir. Dès les premières semaines, nous avons rencontré certains de nos voisins, et tout le monde était ce que nous avons rapidement défini comme très Connecticut. En particulier, nos voisins juste en face semblaient un peu étranges. La mère venait se confier à ma mère sur ses fils et son mari, ou ex-mari. Nous ne savions pas trop à l'époque. Ma mère, très chaleureuse et accueillante, l'écoutait toujours avec gentillesse. Les fêtes de fin d'année approchaient, et le garçon d'en face, qui était dans la classe de 4e de ma sœur, a suscité un peu d'inquiétude. Ma sœur est revenue légèrement alarmée par ce qui s'était passé en classe ce jour-là. Les élèves devaient faire une dinde de Thanksgiving en dessinant le contour de leurs mains, et sur chaque doigt, ils devaient écrire ce pour quoi ils étaient reconnaissants. Le voisin a écrit des choses comme « être un loser »,« me détester », etc. Des propos extrêmement sombres pour un élève de 4e. En avançant vers Noël, ma mère apprend que la famille d'en face n'a nulle part où aller pour les fêtes, alors elle les invite gentiment à notre fête de réveillon de Noël. Les garçons étaient vraiment étranges. Ils écoutaient de la techno japonaise avec des écouteurs et ne parlaient à personne. Ils sont allés directement au sous-sol pour jouer à des jeux vidéo. C'était bizarre. Le plus jeune des deux était toujours beaucoup plus étrange que l'aîné, et leur mère se confiait souvent à ma mère et à ma tante, qui travaillaient avec des enfants ayant des besoins spéciaux, sur le fait qu'ils se faisaient du mal et qu'il avait besoin d'être placé dans des programmes spécialisés, mais qu'ils n'avaient jamais été vraiment diagnostiqués. Ma sœur et moi rentrions souvent de l'école en racontant à ma mère à quel point le plus jeune des voisins était bizarre, comme si quelque chose n'allait pas. Je n'oublierai jamais quand elle nous a dit « Soyez juste gentils avec lui, on ne sait pas de quoi il est capable ». Cela m'a marqué à l'époque, mais nous avons suivi son conseil. Je ne sais pas si la mère avait dit quelque chose à la mienne pour l'inquiéter, ou si c'était juste une intuition. Peu de temps après, je crois que j'étais en 3e, et ma sœur et le jeune voisin étaient tous deux en 5e. Nous prenions tous le bus ensemble. Ce jour-là, ce que ma mère avait dit résonnait encore dans ma tête. Alors j'ai décidé d'être plus amical que d'habitude. Il y avait de la neige par terre, et le jeune voisin dessinait quelque chose dedans tout en marmonnant des paroles incompréhensibles. Je l'ai salué. « Salut Adam, bonjour ». Il n'a pas fait de contact visuel et m'a simplement dit « Je vais te bombarder », toujours sans me regarder. J'ai décidé de laisser passer, et en rentrant, nous avons raconté cela à ma mère. Elle nous a répété « Soyez juste gentils ».
On ne sait pas de quoi il est capable. Nous étions encore des enfants et ne savions pas vraiment quoi prendre au sérieux ou non. Avec le recul, je regrette que nous n'ayons pas fait plus à ce moment-là. Il n'était pas quelqu'un que l'on harcelait ou se moquait de lui, il était simplement toujours distant, incapable de maintenir un contact visuel ou une conversation, ou même de dire bonjour. Les enfants ne se moquaient pas de lui. Il était un solitaire, mais cela semblait être par choix. Nous ne comprenions pas vraiment pourquoi nous étions prudents et effrayés autour de lui, mis à part le fait qu'il ne montrait aucun signe de chaleur humaine ou d'empathie. Nous savions qu'il avait des besoins spéciaux, donc nous ne remettions jamais vraiment en question ses comportements et essayions simplement d'être aussi polis que possible. Il y avait plusieurs Noëls où ils étaient invités, et mes souvenirs se mélangent un peu. Un an, notre voisine a commencé à crier sur ma grand-mère innocente parce qu'elle était fan des Yankees, et elle, des Red Sox. C'était extrêmement étrange, car ma grand-mère est la personne la plus gentille du monde, et ne voulait absolument pas discuter de sport. La voisine semblait avoir un déclic étrange. Elle était toujours gentille avec moi, mais pour être honnête, nous soupirions chaque fois que ma mère les invitait. C'était toujours des conversations forcées avec elle, et en tant qu'adolescente, je ne voulais rien avoir à faire avec ça. L'année suivante, et ce fut leur dernière invitation au réveillon, la discussion dévia sur les armes à feu. La mère des voisins a commencé à dire à ma mère qu'elle possédait des armes chez elle et qu'elle emmenait souvent son fils cadet au stand de tir. Ma mère a dit qu'elle n'était pas d'accord avec les armes à la maison, mais elle ne cherchait pas à débattre. La voisine s'est soudainement emportée, devenant très défensive, expliquant qu'elle avait grandi dans le New Hampshire et que c'était la norme là-bas. Elle nous a également raconté que son fils cadet était brillant et qu'il avait piraté les plus hauts niveaux de sécurité du gouvernement, et que la CIA était venue chez eux. Nous n'avons jamais su si cette histoire était vraie, mais cela est devenu une blague récurrente entre nous lorsque des choses étranges se produisaient. Ce n'est que le 14 décembre 2012 que nous avons découvert ce dont il était vraiment capable. Ce jour-là a été le pire de nos vies. Mon père a entendu les coups de feu qui ont tué la mère des voisins, Nancy Lanza, pensant au départ que c'était un chasseur. Ce n'est que lorsque la police est arrivée qu'il a compris la gravité de la situation. Les tireurs d'élite ont pris position dans notre allée et nous avons été évacués. Les informations ont lentement commencé à se répandre au cours de la journée. Ils avaient d'abord mal identifié le tireur, mais nous savions que c'était lui. Dieu merci, ma mère nous avait toujours dit d'être gentils, même si je doute que cela aurait pu changer quelque chose. Je regrette que nous n'ayons pas fait plus à l'époque. Je regrette de ne pas avoir su quoi faire. 20 élèves et 6 enseignants ont été tués ce jour-là à l'école primaire Sandy Hook, l'acte le plus malveillant que j'ai jamais connu si directement dans ma vie, et j'espère ne plus jamais revivre quelque chose de similaire. Je suis reconnaissante d'avoir survécu à notre enfance en face de lui, mais je suis terriblement désolée pour ceux qui n'ont pas eu cette chance. Ces enfants, ces petits-enfants, dans un lieu qui aurait dû être le plus sûr pour eux. Quand j'avais environ 12 ans, mon grand-oncle John est venu d'Ukraine pour nous rendre visite au Canada. Il avait beaucoup d'histoires, mais celle-ci est celle qui m'a le plus marqué. À la fin des années 1960, John voyageait en train de son village vers un autre pour rendre visite à sa famille. Il devait changer de train à un moment donné et a été déposé à ce qui ressemblait à une plateforme et une cabane au milieu de nulle part. Il n'y avait personne d'autre à la gare, et à part un chemin de terre qui menait dans les bois environnants, il n'y avait rien d'autre. Il a attendu un moment, mais aucun train n'est venu. C'était l'hiver, il faisait de plus en plus froid et sombre, et juste au moment où il commençait à s'inquiéter de trouver un endroit où dormir et de quoi manger, une vieille femme est apparue dans le crépuscule. Elle lui a demandé s'il attendait un certain train, et lorsqu'il lui a dit que oui, elle a répondu que le train n'arriverait pas avant le lendemain. Elle lui a demandé s'il avait besoin d'un lit pour la nuit, et lui a proposé un repas et une chambre chez elle, qu'elle a dit être à environ 1 heure de marche de la gare. Loger chez les habitants était plus ou moins la norme lorsqu'on voyageait dans cette région de l'URSS, et grand-oncle John ne se réjouissait pas à l'idée de passer une nuit froide et affamée sur un quai, alors il a accepté son offre avec plaisir. Il a pris sa valise et ils sont partis ensemble sur le chemin de terre à travers la forêt. La marche a duré bien plus d'1 heure, plutôt 2,
et à leur arrivée à la petite maison à 2 étages de la femme, John était extrêmement fatigué et affamé. Ils sont entrés dans la maison, et la femme a allumé quelques lampes à huile et réchauffé du bortsch pour eux. Ce fut la première fois que John put voir clairement la femme, et il fut un peu surpris de réaliser que la vieille femme était en réalité un homme. Ne voulant pas se mêler de ceux qui ne le regardaient pas et trop fatigué pour s'en soucier, John a terminé sa soupe et a demandé où il allait dormir. Elle l'a conduit à l'étage dans une petite chambre avec une fenêtre qui ne contenait qu'un lit simple et rien d'autre. Il l'a remerciée, lui a souhaité bonne nuit, et elle a fermé la porte. Puis, elle a verrouillé la porte, le laissant dans l'obscurité. Un peu inquiet par cette situation, John a appelé la femme, mais elle n'a pas répondu, et il n'a rien entendu d'autre. Pensant qu'il s'occuperait de cela le lendemain, et que c'était probablement une erreur, John a posé sa valise et s'est allongé sur le lit, décidant de faire de son mieux pour dormir. Cependant, avant de pouvoir s'endormir, il a ressenti l'envie d'uriner et s'est levé en espérant trouver un pot de chambre ou quelque chose dans lequel il pourrait faire pipi. Il s'est mis à genoux et a commencé à chercher sous le lit dans l'obscurité, pensant que c'était là qu'il trouverait le pot si jamais il y en avait un. À la place, il a trouvé un corps. Non, a dit grand-oncle John. Il est allé directement à la fenêtre pour voir s'il pouvait sortir de la pièce par là, mais elle était clouée. Il savait que s'il restait dans la chambre, il finirait probablement mort. Mais s'il cassait la fenêtre et tentait de s'enfuir, il y avait de grandes chances que la vieille femme, et qui sait qui d'autre, l'entende et entre dans la pièce avant qu'il n'ait le temps de s'échapper. Alors, il a fait la seule chose qu'il pouvait faire. Il a tiré le corps de sous le lit, l'a jeté sur le matelas, l'a recouvert d'une couverture, puis s'est glissé sous le lit et a attendu. Comme prévu, environ 1 heure plus tard, il a entendu des pas monter lentement les escaliers et se diriger vers la chambre. Le verrou a cliqué et la poignée a tourné doucement. Dans la pénombre, John a vu quelqu'un se diriger vers le lit. Puis, il a entendu plusieurs coups terribles et écœurants. La personne avait frappé le corps sur le lit avec une grosse barre à mine, qu'elle a ensuite laissé tomber, juste devant John. Il y eut un silence, puis la personne a quitté la chambre, et la porte s'est refermée. Les pas sont redescendus les escaliers, et de nouveau, le silence est revenu. John est alors sorti de sous le lit, a pris la barre à mine, et a réussi à ouvrir lentement la fenêtre avec précaution. Il ne l'a pas dit, mais j'imagine qu'il était terrifié tout du long. Une fois la fenêtre ouverte, il a jeté sa valise dehors, puis a plongé sans se soucier de ce qui se trouvait en bas, seulement inquiet de ce qui se passait derrière lui. Heureusement, il est tombé sans trop de blessures et a commencé à courir dans un champ derrière la maison vers des lumières au loin. Il s'agissait d'une autoroute avec des camions militaires et de transport, et il a pu obtenir un transport jusqu'à un autre village où il a pu prendre un train. Il n'a pas pris la peine de signaler ce qui s'était passé aux autorités, car à cette époque en URSS, il y avait de fortes chances que ce soit lui qui ait des ennuis. Il a juste remercié Dieu de s'en être sorti, et a décidé que la prochaine fois qu'il voyagerait pour rendre visite à des proches, il prendrait un autre chemin. Il y a quelques années, la veille de Noël, mon ami Franck et moi étions en train de faire un tour en voiture. Je suis presque sûr que nous faisions quelques courses de dernière minute. À un moment donné, nous nous sommes arrêtés dans un CVS pour acheter des cartes. Il faisait déjà bien sombre dehors. En sortant, nous avons été arrêtés par une femme corpulente qui attendait près de l'entrée. Elle nous a demandé si nous pouvions la déposer au bout de la rue. En temps normal, j'aurais immédiatement dit non et inventé une excuse du genre « je dois être ailleurs rapidement ». Je ne prends jamais d'inconnus dans ma voiture, ce monde est devenu bien trop dangereux. Mais étant donné que c'était la veille de Noël et qu'il neigeait assez fort, j'ai décidé de l'aider. Elle est montée à l'arrière et a dit qu'elle habitait juste au bout de la rue, même pas à 5 minutes. Avant de me diriger vers sa maison, je me suis arrêté en face, à la banque. Pas que j'ai besoin de lui expliquer, mais pendant que j'étais au guichet automatique, je lui ai simplement dit que je devais retirer de l'argent et qu'après, nous irions chez elle. C'est là que les choses sont devenues rapidement étranges. Elle m'a demandé si je pouvais lui prêter un peu d'argent jusqu'à ce qu'elle soit payée. J'ai jeté un coup d'œil à Franck, qui avait l'air de vouloir éclater de rire mais se retenait.
On venait littéralement de la ramasser il y a 2 minutes, et elle me demandait déjà de lui prêter de l'argent comme si elle était une amie. Tout ce que j'ai pu dire, c'est « Pardon ?» Mais elle a reposé la question comme si de rien n'était. Je lui ai demandé comment je pouvais être sûr de récupérer mon argent, étant donné que je n'avais aucun moyen de la contacter. Elle a alors répondu qu'elle me donnerait son numéro de téléphone, mais que son portable était éteint pour l'instant et qu'il ne serait réactivé que la semaine suivante. Honnêtement, j'avais envie d'éclater de rire. Pensait-elle vraiment que j'allais croire à ces bêtises? J'ai donc retiré 20 $ supplémentaires au distributeur, mais je n'avais absolument pas l'intention de les lui donner. Je les ai mis dans mon portefeuille et je lui ai dit que je lui donnerais l'argent une fois arrivé chez elle. Lorsque nous étions sur la route principale, j'ai demandé des directions mais elle a changé d'avis. Elle ne voulait plus aller chez elle. Elle voulait maintenant aller chez une amie. Là, ça devenait vraiment louche et je voulais juste m'arrêter et lui dire de sortir de ma voiture, mais j'ai continué à conduire et à suivre ses nouvelles indications. L'endroit où elle nous emmenait était loin de la destination initiale, environ 15 minutes de plus, et c'était principalement des petites routes que nous prenions. Je ne connaissais pas bien le quartier et je pouvais voir que nous étions dans un quartier plutôt malfamé. Elle m'a enfin dit de m'arrêter et a déclaré que c'était ici. Je ne savais pas exactement à quelle maison appartenait son soi-disant ami, car il y en avait quelques-unes sur le côté gauche de la rue, et sur la droite, il y avait un cimetière, ce qui était un peu flippant en soi. J'ai attendu qu'elle me remercie ou dise quelque chose, littéralement n'importe quoi, puis qu'elle sorte enfin de ma voiture. Mais elle restait assise à l'arrière avec un sourire gêné. Je me suis retourné et lui ai demandé si elle attendait que son ami sorte. Elle a rapidement répondu « Non, j'attends juste mon argent ». J'ai regardé Frank et nous étions tous les deux sidérés par sa réponse. Je n'allais pas laisser une inconnue que je venais d'aider me parler comme si je lui devais quelque chose. Je lui ai donc dit que je ne lui donnerais pas l'argent et que si elle avait besoin d'aide, elle pouvait demander à son ami. Elle a commencé à hausser le ton, exigeant que je lui donne l'argent que je lui avais promis. La situation devenait complètement folle et je voulais juste que cette cinglée sorte de ma voiture. Je regardais par la fenêtre et, à ce moment-là, d'autres personnes étaient dans la rue et sur le trottoir. Je ne sais pas si ces gens étaient déjà dehors ou s'ils l'avaient entendu crier, ou même si elle avait prévu quelque chose, mais mon esprit s'emballait. Je ne pouvais plus réfléchir correctement, et elle ne cessait de crier. J'ai réalisé que ces gens dehors se rapprochaient de ma voiture, puis j'ai entendu la poignée de la porte avant qu'on essayait d'ouvrir. Un homme dehors criait, demandant ce qui se passait. J'ai fini par sortir 2 $ de mon portefeuille et les lui ai jetés. Elle les a pris et s'est immédiatement enfuie en courant. Je suis sorti de ce quartier aussi vite que possible. Quand nous avons retrouvé la route principale, je me suis senti un peu mieux, mais j'étais furieux de m'être fait avoir par cette femme. Je ne me souciais même plus des 20 $, je savais déjà que je ne les reverrais jamais. Mais croyez-moi, je ne prendrai plus jamais d'inconnus en stop. Cette histoire s'est déroulée quand j'avais 23 ans, il y a près de 10 ans. Je vivais dans une région rurale du nord de l'État de New York, avec mon ex-petit ami et sa famille. Nous nous disputions souvent, et un matin, avant qu'il parte travailler, nous avons eu une violente dispute. Mais cette fois-ci, il s'est montré particulièrement puéril. Il a sauté du lit, m'a fait un doigt d'honneur et a crié « Si tu n'aimes pas ça, pourquoi ne retournes-tu pas dans ce foutu Bronx ?» C'était tout ce qu'il me fallait pour me décider. J'ai pris toutes mes affaires, mis ma veste d'hiver, attrapé mes cigarettes, et je suis sorti en trombe de la maison. Malheureusement, étant impulsive, je n'ai pas pensé à prendre mon téléphone portable avant de partir. Je ne conduisais pas, donc la seule option était de marcher. Je pense que, sur le moment, je comptais marcher jusqu'au Bronx, même si c'était à 3 heures de voiture, mais j'avais juste besoin de faire une longue marche dramatique pour évacuer ma colère. Une fois arrivé sur la route à l'entrée du parc de caravanes, j'ai réalisé que je ne savais pas vraiment où j'allais. Je vivais là depuis quelques mois seulement et je n'étais pas sorti beaucoup. J'ai pris à gauche et j'ai continué à marcher en direction de ce que je pensais être la civilisation. Je me suis retrouvé à marcher le long d'une route très fréquentée, avec des camions qui me passaient à toute vitesse en m'éclaboussant de neige fondue, trempant mes chaussures. À un moment donné, j'ai vu mon copain passer en voiture sur le chemin du travail, et il a accéléré en me voyant,
encore furieux à cause de notre dispute. Je pensais qu'il ferait demi-tour à un moment donné, mais il n'est jamais revenu. J'ai continué à marcher, décidé à essayer d'atteindre la maison de la mère de ma meilleure amie, que je savais être dans la même ville. Il a commencé à neiger et je commençais à perdre de l'élan. J'ai passé devant une maison des vétérans où un pick-up se trouvait dans l'allée. Ce n'est qu'après l'avoir dépassé que j'ai réalisé que le conducteur était à l'intérieur. Il m'a interpellé. « Hé, ma belle, tu as besoin d'aide ?» Mon estomac s'est noué en réalisant que j'allais devoir accepter l'aide de cet inconnu. Je me suis approché lentement du camion, essayant d'évaluer mes options. C'était un homme blanc, propre sur lui, aux cheveux gris et aux yeux bleu-vert, apparemment ordinaires. J'ai bêtement demandé « Est-ce que tu es un homme bien ou un homme mauvais ?» Et j'ai immédiatement regretté d'avoir posé une question aussi idiote. Il a répondu en riant « Si j'étais un homme mauvais, je ne te le dirais pas. » Ignorant les signaux d'alarme dans ma tête, je suis monté dans son camion. Pendant le trajet, je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment où vivait la mère de mon ami, juste le nom de la rue, mais elle était assez longue, ce qui ne m'aidait pas beaucoup. J'ai demandé à emprunter son téléphone pour appeler ma meilleure amie et lui demander où je devais aller. Je l'ai appelée 3 fois, mais elle n'a pas répondu, car elle ne reconnaissait pas le numéro. Je commençais à me sentir inexplicablement désespéré. Après quelques minutes, il m'a demandé d'où je venais et pourquoi je me promenais en pyjama sous la neige. Je lui ai expliqué que je venais du Bronx et que j'avais eu une dispute avec mon petit ami. Il a fait une pause, puis m'a demandé « Eh, ça t'intéresserait de te faire un peu d'argent ?» J'ai ri nerveusement et répondu « Non merci ». Il a répliqué « Oh, je me suis dit que, vu que tu viens du Bronx… » À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais probablement dans une situation très dangereuse. Je me suis contenté de murmurer « Ah oui, c'est sûr ». Il m'a regardé de haut en bas avant de ricaner et de dire « Ah oui, c'est sûr ». Je commençais vraiment à paniquer, mais je savais que je ne devais pas montrer ma peur. Je scrutais les alentours à la recherche d'un tas de neige moelleux où je pourrais sauter si je devais m'échapper du camion, mais sans succès. Les maisons étaient rares et éloignées les unes des autres. J'étais convaincu que ma fin approchait. Je ne saurais jamais pourquoi, mais c'est à ce moment-là qu'il a décidé de me demander chez qui j'allais. J'ai immédiatement balancé le nom complet de la mère et du mari de ma meilleure amie. Il s'est aussitôt animé, expliquant qu'il connaissait son mari et qu'ils faisaient de la motoneige ensemble il y a une 20aine d'années. J'ai ressenti une immense vague de soulagement lorsqu'il a dit qu'il savait exactement où son ancien ami vivait. Quand nous sommes enfin arrivés devant cette grande maison jaune, c'était comme arriver au paradis. Je lui ai demandé son prénom. Steve, m'a-t-il dit, avant de me demander le mien. Je lui ai donné un faux nom, puis je l'ai remercié d'un ton sec avant de courir le plus vite possible vers le porche. J'ai ouvert la porte sans frapper et je l'ai verrouillée derrière moi. Je me suis immédiatement mis à pleurer et à courir à travers la maison pour chercher la mère de mon ami. Je l'avais réveillée, mais elle n'a rien dit en voyant à quel point j'étais secoué. Une fois que je me suis senti en sécurité avec elle, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé avec ce type louche et sa proposition. Elle m'a écouté, horrifiée et curieuse en même temps, avant de me faire promettre de ne plus jamais faire quelque chose d'aussi imprudent et de l'appeler si j'avais besoin d'aide. Je suis retourné chez mon copain plus tard dans la journée et j'ai fumé de l'herbe pour essayer d'oublier les événements de ce matin-là. Le lendemain, la mère de mon ami m'a appelé pour me dire que Steve était une personne dangereuse, avec qui son mari avait coupé les ponts des années plus tôt. Elle m'a expliqué que la dernière fois qu'ils avaient entendu parler de lui, c'était lorsqu'il avait été arrêté pour une agression sexuelle. Elle a ajouté qu'il aurait été incroyablement facile pour lui de me blesser et de m'abandonner n'importe où sur une route isolée, et que personne n'aurait jamais su où me chercher. Sans parler du fait que l'on ne m'aurait peut-être même pas retrouvé avant la fonte des neiges. L'histoire se passe lorsque j'avais 23 ans, il y a près de 10 ans. Je vivais dans l'État de New York, dans une région rurale, avec mon ex-petit ami et sa famille. Lui et moi avions l'habitude de nous disputer assez souvent. Un matin, avant qu'il parte travailler, nous avons eu une dispute très animée, mais cette fois-là,
il a agi de manière particulièrement puérile. Il a sauté du lit, m'a fait un doigt d'honneur en criant « Si ça te plaît pas, retourne dans le Bronx ». C'était tout ce qu'il me fallait. J'ai enfilé mes bottes huguées et ma veste d'hiver, attrapé mes cigarettes et suis sorti en trombe de la maison. Malheureusement, je suis quelqu'un d'impulsif, et dans ma colère, je n'ai pas pensé à prendre mon téléphone portable. Je ne conduisais pas, donc ma seule option était de marcher. À ce moment-là, je pensais sérieusement marcher jusqu'au Bronx, même si c'était à 3 heures de route en voiture depuis l'endroit où nous vivions. J'avais juste besoin de sortir, de me calmer. En arrivant à la route qui marquait l'entrée du parc de caravanes où nous vivions, je me suis rendu compte que je ne savais même pas où j'allais. Je ne connaissais pas bien la région, n'y ayant vécu que depuis quelques mois. Je tournais à gauche et continuais de marcher, espérant trouver un peu de civilisation. Au bout d'un moment, j'ai trouvé une route principale, avec de nombreux camions qui passaient en éclaboussant mes chaussures de neige fondues. Je me suis même fait doubler par mon copain en voiture, toujours furieux après notre dispute. Il ne s'est pas arrêté pour me prendre. J'ai continué à marcher, espérant arriver à la maison de la mère de ma meilleure amie, qui vivait dans la même ville, mais je n'étais même pas certaine de l'emplacement exact de sa maison. La neige s'est mise à tomber, et je commençais à être épuisé. Je suis passé devant un VFBV, Veterans of Foreign Wars, où un pick-up était garé. Je ne l'ai même pas remarqué avant d'entendre quelqu'un m'interpeller depuis l'intérieur du véhicule. « Hé, ma belle, tu as besoin d'aide ?» Mon estomac s'est noué, mais je n'avais pas d'autre option que d'accepter la proposition de cet inconnu. Je me suis approché lentement du pick-up, en pesant mes options. C'était un homme blanc, d'un certain âge, l'air propre sur lui avec des cheveux gris et des yeux verts ou bleus. Il semblait normal. J'ai bafouillé. « Est-ce que vous êtes un gentil ou un méchant ?» Et je me suis immédiatement senti stupide d'avoir posé une question aussi idiote. Il a ri et a répondu « Ah, si j'étais un méchant, tu crois que je te le dirais ?» Ignorant mes signaux d'alerte, je suis monté dans la voiture. En roulant, j'ai réalisé que je ne savais même pas où j'allais. Je ne connaissais que le nom de la rue où vivait la mère de mon ami, mais cela ne m'aidait pas beaucoup. J'ai demandé à emprunter son téléphone pour appeler mon amie, espérant obtenir des directions, mais elle n'a pas répondu. Quelques minutes plus tard, il m'a demandé d'où je venais et pourquoi j'étais seul, en pyjama, au milieu de nulle part, sous la neige. J'ai expliqué que je venais du Bronx et que j'avais eu une dispute avec mon petit ami. C'est à ce moment qu'il a fait une proposition inquiétante. « Tu ne voudrais pas gagner un peu d'argent ?» J'ai ri nerveusement et refusé poliment. Il a ensuite ajouté « Oh, je pensais que tu étais du Bronx. » Mon cœur a commencé à s'emballer. J'étais presque sûr à ce moment-là que j'étais dans une situation dangereuse. Pour une raison que j'ignore, il m'a ensuite demandé qui j'allais voir. J'ai lâché, en panique, le nom de la mère de mon ami et celui de son mari. Par chance, il les connaissait. Il m'a dit qu'il avait fait de la motoneige avec le mari il y a 20 ans et qu'il savait exactement où ils habitaient. Lorsque nous sommes arrivés devant la grande maison jaune, c'était comme arriver au paradis. Je lui ai demandé son prénom. Il a dit Steve, puis m'a demandé le mien. Je lui ai donné un faux prénom avant de le remercier rapidement et de courir jusqu'à la maison. J'ai claqué la porte et l'ai verrouillée derrière moi avant de m'effondrer en pleurant. La mère de mon ami était profondément endormie, mais elle s'est immédiatement inquiétée en voyant à quel point j'étais bouleversé. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, notamment la proposition inappropriée de l'homme. Elle m'a fait promettre de ne plus jamais être aussi imprudente et m'a dit qu'elle demanderait à son mari qui était ce Steve lorsqu'il rentrerait. Le lendemain, elle m'a rappelé pour me dire que Steve était une personne dangereuse, que son mari avait coupé les ponts avec lui depuis des années. Elle m'a fait comprendre à quel point j'avais eu de la chance de ne pas être blessé, car il aurait pu facilement me faire du mal et me laisser quelque part dans cette région reculée, où personne ne m'aurait trouvé avant la fonte des neiges.